Bonjour à tous, très bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de vous réveiller avec nous sur Actu Matin, votre matinale. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 novembre 2020. Bienvenue à tous. Bonjour à vous, Akhabali Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. C'est le top départ pour Patrice Talon ce jeudi. Le chef de l'État entame une tournée de plusieurs semaines à l'intérieur du pays, un périple qui le conduira dans une cinquantaine de communes. Il démarre par le centre et le septentrion. Autour de ce voyage, beaucoup de supputations et d'interprétations. Dans l'opinion, on rapporte ce voyage à la prochaine présidentielle, pré-campagne électorale déguisée en visite de terrain, alors qui, pour nous situer sur les réels motifs de la tournée du chef de l'État, nous avons fait appel au directeur de la communication de la présidence de la République. Sur Actu Matin, nous recevrons Wilfried Léandre Hungweji. Il nous expliquera les contours de la grande tournée nationale de Patrice Talon. Merci de nous rester fidèles. Alors, la présidentielle de 2021, au cœur du débat politique à 5 mois du premier tour du scrutin, la question des candidatures et qui sera candidat se pose au sein des partis politiques. À la Force Kouri pour un Bénin émergent, on y voit pour l'heure deux visages et donc deux ambitions qui, de Paul Hunkwe, secrétaire exécutif national, et Théophile Yarou, deuxième secrétaire exécutif national, sera le candidat du parti à cette élection. En tout cas, la bataille du pouvoir s'annonce rude. L'un et l'autre se manifestent à travers diverses subtilités de langage. État des lieux du quotidien FCBE au forum ce jeudi en plateau. André Dossa, Akhabali Para et Herman Anyamboussou. Herman, qu'on retrouvera justement dans Dourales Sedlex avec son invité de l'Association des femmes avocates du Bénin. À ces questions, que savez-vous du domicile conjugal? Peut-on le choisir en toute responsabilité et qui doit le faire? Nous aurons des réponses. Maître Nashtasha Ballet, avocate au barreau du Bénin, sera avec nous dans la deuxième partie de votre matinale. Merci de votre fidélité à Actu Matin. Installez-vous pour démarrer les unes des journaux. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, nous allons parcourir les gros titres de la presse nationale au réveil ce jeudi 12 novembre 2020. Akhabali Para, nous sommes avec vous. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Très peu de parutions ce jeudi, mais celles qui ont répondu au standard d'Actu Matin nous permettent de commencer donc par Fraternité présidentielle de 2021. Paul Hunkwe Yarou clash avant le duo, le journal qui nous apprend que par ces temps-ci, n'est-ce pas, ce duo à la tête du parti Force Kouri pour un Bénin émergent fait beaucoup parler d'elle, pas seulement dans la posture d'une opposition décriée contre le régime en place, mais surtout en ce qui concerne la présidentielle d'avril 2021. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Conseil des ministres, les rizeries de Malanville et de Glazoué mises en concession. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié ont brisé le mur de glace. Dynamisme pour redorer le blason de l'artisanat. Brice Rondi, PDG du groupe ADECO, imprime sa marque. Information à retrouver à la page 6 du quotidien Fraternité. Et puis thèse en éco-hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau. Les propositions de Safiatou Onifade pour la protection des nappes phréatiques. À la une maintenant de La Nation, pour plus de performance, une
nouvelle gouvernance pour les rizeries de Malanville et Glazoué. Le journal qui nous apprend que dans le souci de booster le rendement des rizeries de Glazoué et Malanville, le Conseil des ministres d'hier mercredi a décidé de mettre les deux usines en concession et donc la société Premium Rice Mill Industries Limited est prête à y investir 11,5 milliards de francs CFA sur 10 ans et créer bien entendu 2 milliers d'emplois. Débat budgétaire 2021 au Parlement, 77,7 milliards de francs CFA pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et puis cours d'appel de Cotonou, Justin Benameto s'installe. À la une maintenant de Matin Libre, le chef de l'État au contact des populations, que dira Patrice Talon de son serrer la ceinture, s'interroge le journal. D'autres préoccupations qui pourraient faire objet de débat. Et puis cette présumée malfrat a battu à Cotonou. Insécurité donc. Les 4 vérités, cette fois-ci, tournée nationale du chef de l'État dans plusieurs communes du Bénin. Patrice Talon démarre le périple par le septentrion. El Hadji Yacoubou Malerossou salue l'initiative et rassure le président Patrice Talon. Affaire, le Bénin est un pays de pagaille. Les propos du chef de l'État sont sortis de leur contexte, s'indigne Octavianus Akpabli. Soleil Bénin, sinon soleil levant, soutenance de doctorat à la FAST, Safiatou Onifade Baba Moussa, désormais docteur avec mention très honorable et les félicitations du jury. Le Bénin est un pays de pagaille. Les propos du chef de l'État sont sortis de leur contexte, affirme Octavianus Akpabli. Le challenge pour finir, Christian Dandéjan, visite du chef de l'État dans les localités du septentrion, grande opération de redevabilité de Patrice Talon envers son peuple. 54 localités à visiter, grande mobilisation des populations, ministres, députés, maires pour accompagner le chef de l'État. Et puis démarrage tôt de la campagne 2020-2021 de commercialisation du coton grain. Le gouvernement Talon anticipe et sauve les producteurs des pertes. Voilà que c'est un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité, donc qui revient sur ce que l'on peut qualifier de guéguerre entre Théophile Yarou et Paul Humpé du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Le quotidien qui titre présidentielle 2021, Paul Humpé, Yarou clash avant le duo. Voilà, le clash avant le duo pour la présidentielle de 2021 et c'est une profonde analyse du quotidien Fraternité que nous vous offrons ce matin à travers la plume de Angelo Dosumu à découvrir en page 3 du journal. Vous avez également la possibilité d'aller sur le www.fraternitébj.info pour lire donc cette analyse du quotidien de Ménotin Humpé Yarou. En tout cas, la bataille pour le positionnement pour la présidentielle est désormais lancée en plateau ce matin. C'est le premier sujet sur lequel nous allons revenir avec nos débatteurs André Nossa, Herman Parfait, Agnamboussou et Wakabali Para qui nous présentaient il y a un instant la une des journaux. L'actualité nationale, c'est bien sûr à travers les images sur Actu Matin déjà installées. Elle va nous présenter les titres de ce que nous aurons dans le mini-journal de tout à l'heure. Bonjour à vous, Ingrid Day. Bonjour Christian et bonjour à tous. Installation du nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou, son nom, Justin Benameto. La cérémonie d'installation est présidée par Ousmane Batoko, président de la Cour suprême. C'était hier à Cotonou. À suivre également la revue du plan de travail annuel du Conseil communal de Djougou. Outre l'analyse des réalisations couvrant l'année en cours, le Conseil s'est également penché sur l'élaboration et la planification des activités phares à exécuter tout au long de l'année 2021. D'accord, on reviendra donc sur ces informations en images tout à l'heure et bien avant le bulletin de l'information. Une information relayée par le quotidien Fraternité qui nous rapporte ce matin
matin que le Tolegba d'Adjagbo est consumé. L'alerte des têtes couronnées est donnée. Est-ce donc un règlement de compte ou un événement ordinaire? En tout cas, Adrien Tchoumakou, voilà, journaliste quotidien Fraternité, nous rapporte l'événement ce matin et nous précise que c'est un fait inédit et c'est à l'aube de ce mercredi 11 novembre que les populations d'Adjagbo, un village de l'arrondissement d'Akassato dans la commune d'Abo et Calavi, ont découvert leur fétiche, le Tolegba complètement consumé. Elles étaient donc devenues impuissantes face à la réalité des choses. On va y revenir tout à l'heure. Merci de nous rester fidèles. Le bulletin. William Zanou à la réalisation ce matin. Nommé en Conseil des ministres du 30 novembre 2020, le nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou, Justin Benametor, est officiellement installé dans ses fonctions. C'était hier. L'audience d'installation est présidée par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. On va retrouver Ali Moumouni pour les précisions. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ici à la Cour d'appel de Cotonou avec l'installation du nouveau président de l'institution. Nommé en Conseil des ministres du 30 septembre 2020, Justin Benametor prend officiellement service en présence des parents, amis et collègues. Les dispositions de l'article 64 de la loi d'organisation judiciaire relative aux attributions administratives, de gestion, de représentation, ainsi que celles proprement juridictionnelles, disent à suffire sur l'étendue des charges prenantes qui seront les vôtres et les fortes qualités managériales qu'elles requièrent. Et comme l'exige la tradition dans ces circonstances, au sein du corps juridique, le parcours du nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou est retracé à cette audience d'installation. Ceci est présidé par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi portant statut de la magistrature, que je vous déclare, M. Seyivi Justin Benametor, nommé président de la Cour d'appel de Cotonou, installé dans vos fonctions ce jour, mercredi 11 novembre 2020, et vous renvoie dans l'exercice des dites fonctions. À peine installé, le nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou dresse déjà une feuille de route pour remplir idéalement ses nouvelles charges. Dans la maison de justice, il y a assez de défis à relever aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'abord de rassurer les justiciables. Et pour cela, nous avons le devoir de rendre une justice de qualité et dans les meilleurs délais. Avant de le renvoyer dans ses nouvelles fonctions, le président de la Cour suprême a prodigué des conseils à Justin Benametor. Ceci dans le but de l'orienter dans l'accomplissement de sa mission. Nous allons maintenant fouiller les pages du compte-rendu du Conseil des ministres d'hier et c'est avec vous, Iridène. Oui, et le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier a accouché d'un certain nombre de décisions que partage ici avec nous le porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, lancement de la campagne de commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2020-2021. Le dit lancement est prévu pour le 13 novembre 2020 dans la commune de Gogounou. Il consacre l'ouverture des marchés autogérés de coton graine dans toutes les zones de production cotonnière. Dès lors, démarreront les opérations de pesée, d'évacuation du produit et de rétribution des différents acteurs. Le choix de cette période permet aux producteurs de commercialiser à temps le coton et d'éviter les risques de perte de poids, d'incendie de la production entreposée sur les marchés et ou dans les champs, ainsi que de mouilles dues au pli précoce. Le démarrage des opérations permettra également aux sociétés d'égrenage d'amorcer l'usinage pour monter en rythme progressivement. Le Conseil a instruit les ministres et tous les acteurs concernés par le sujet à l'effet de sensibiliser les producteurs des zones cotonnières en général et ceux des localités frontalières en particulier à la nécessité de commercialiser leur coton comme recommandé dans le mécanisme de l'interprofession. Fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja.
La filière soja est en progression constante au fil des campagnes agricoles. Ainsi, il a été emblavé au titre de la campagne écoulée une superficie de 192,412 hectares pour une production de 257 000 tonnes, dont 240 000 tonnes déjà exportées. En vue de soutenir cette dynamique, en accédant à la volonté des acteurs et tenant également compte de la tendance sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour la fixation du prix plancher d'achat à la somme de 175 francs CFA le kilogramme. La présente campagne sera lancée le 19 novembre 2020 dans la commune de Djougou et durera jusqu'au 30 juin 2021. Un accent particulier sera mis sur la promotion des bonnes pratiques destinées à préserver le label du soja béninois. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant création, organisation et attribution du Comité national de suivi de la zone de libre-échange continentale africaine, nomination des membres du conseil d'administration de l'École des métiers du numérique, nomination des membres du conseil d'administration du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises. Et comme vous le savez, le chef de l'État entame une tournée nationale dans 54 villes du pays. Ce périple qui démarre ce jour par la ville de Parakou intervient à 5 mois de la fin de son mandat et suscite beaucoup d'interprétations et de commentaires au sein de l'opinion. En marge du point du Conseil des ministres, Alain Oron a apporté quelques explications sur le bien fondé de la tournée. On l'écoute. Avant, il n'y avait pas de raison de faire une tournée. L'exécution du programme d'action du gouvernement répond et obéit à une méthode. Tant qu'il n'y a pas de réalisation, le président de la République n'avait aucune raison d'aller en tourisme, comme d'autres auraient pu le faire. Il a fallu concevoir, élaborer, mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, dont les effets sont visibles, les résultats sont là, ce qui oblige le président de la République, qui, depuis quelques jours, a pris l'habitude d'aller visiter les chantiers pour s'assurer, en dépit des fiches parfaitement rédigées qui lui parviennent, d'aller constater par lui-même le taux de réalisation des travaux. C'est à cette logique que répond la tournée projetée par le président de la République, qui, alors que le programme d'action du gouvernement est en train d'arriver au terme de sa première phase, va constater dans tout le pays les progrès que nous avons réalisés grâce aux efforts de tous les Béninois, de tous les citoyens qu'il a salués, et ça lui permet également de faire un tour de l'état de la nation avant son discours de fin d'année. C'est plus à cela que correspond cette tournée, à l'orée de la fin d'année plutôt qu'à une fin de mandat qui ne presse en rien. Le conseil communal de Djougou passe au peigne fin les actions menées au cours de l'année 2020. Il était aussi question de procéder à l'élaboration et à la planification des activités phares à exécuter tout au long de l'année 2021. Abdoul Sabi Idrissou nous fait le point des assises. Le conseil communal de Djougou évalue le taux de consommation de crédit et le niveau d'exécution physique des activités menées au titre de l'année 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement communal 3e génération. C'est la revue du plan de travail annuel 2020 dont le niveau d'exécution physique s'élève à 53,51% contre un taux d'exécution financière de 34,41%. Une revue annuelle qui va déboucher sur l'élaboration et la planification des principales activités envisagées pour 2021. Ce matin, nous nous retrouvons pour sacrifier à une tradition, mais une noble tradition qui consiste à évaluer le chemin parcouru cette année en matière d'investissement dans notre commune, tirer les leçons et faire des projections pour l'année nouvelle. Donc c'est à cet exercice que nous allons nous consacrer aujourd'hui. Un exercice budgétaire qui offre également l'occasion aux participants d'échanger sur les difficultés auxquelles les différents secteurs sont confrontés au plan communal
Les travaux de la présente rencontre élargie aux chefs des services déconcentrés de l'État sont dirigés par un comité technique mis sur pied chargé d'élaborer le plan de travail annuel qui servira de boussole à l'exécutif communal. Le comité technique doit continuer le travail pour l'affinement de ce plan de travail qui sera d'ici à là soumis au conseil communal pour son adoption. Et il sera véritablement notre boussole après son adoption par le conseil communal. À travers cet atelier, le conseil communal ambitionne ainsi se doter d'une feuille de route pour redynamiser son administration. Pour l'année prochaine dans la commune. On parle éducation maintenant avec Sofiatou Onifade Baba Moussa qui vient d'accéder au grade de docteur en sciences option hydraulique et gestion intégrée des eaux de la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi. C'est à la suite de sa soutenance de thèse qui a eu lieu hier dans l'amphi Etisalat de l'UAC. Ali Moumouni. C'est un jury de 6 membres, dont 4 en présentiel et 2 en ligne, par visioconférence, qui a évalué les travaux de recherche de Sofiatou Onifade Baba Moussa. La thèse soutenue par l'ancienne ministre porte sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sous-sols jacents aux décharges sauvages. Un thème inspiré de la vie quotidienne des populations et de ses séquelles sur l'environnement et surtout sur l'eau. Vous savez, ces dernières décennies, nous remarquons un peu dans nos pays en voie de développement et surtout dans les grandes villes que nous avons un essor démographique important. Et les modes de consommation aussi sont différents maintenant, ce qui fait que nous assistons à une production importante de déchets. Et ces déchets sont mis partout, on crée des dépotoirs sauvages partout. Donc du coup, ces décharges qui sont en contact avec des eaux de pluie produisent un liquide que nous appelons le licivia. Et ce liquide est chargé en déchets, en polluants. Et ces polluants sont parfois organiques et métalliques également, tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic, qui sont des métaux lourds qui, à des petites particules, à des petites quantités, peuvent être très nuisibles pour la santé de l'homme. Pour ces travaux de recherche, Sofiatou Onifade s'est basée sur des échantillons issus de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Les résultats obtenus de ces études constituent une véritable approche pour une meilleure gestion des déchets et pour lutter contre la pollution des eaux. En tant que directeur de thèse, je dois vous dire que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet pertinent, mais c'est aussi un sujet très difficile parce que la nature des déchets évolue d'un niveau de vie à un autre, d'une saison à une autre. Et selon les milieux, les processus ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est déjà un sujet très délicat et qui fait appel à plusieurs notions mathématiques, physiques et chimiques. Mais en dehors de ça, les résultats trouvés permettent aux décideurs de pouvoir aller plus loin dans les schémas directeurs de gestion des déchets, dans les politiques et stratégies de gestion des déchets. C'est un document scientifique de 150 pages environ qui est soutenu ici par l'ancienne directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales. La réalisation de ce travail a duré près de 4 ans. L'impétrante a mis plus de 3 heures pour présenter son travail, lequel est apprécié et accepté par les membres du jury. Le jury a estimé que vous avez apporté d'importantes contributions au domaine qui est le vôtre et a décidé de vous conférer le grade de docteur en sciences de l'université d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'hydrologie et gestion intégrée des eaux, dans la spécialité éco-hydrologie, avec la mention très honorable. Plusieurs enseignants d'université se sont déplacés pour apporter leur soutien à l'impétrante, non seulement pour l'importance de son sujet, mais aussi pour l'endurance dont elle a fait montre. Au cours de cette soutenance de thèse, Sofiatou Onifade Baba Moussa a reçu également le soutien de sa famille et de ses proches. Elle vient d'accomplir une grande tâche dont les fruits sont un moyen de protection de la nappe phréatique.
Les populations affectées par le projet de zone économique spéciale de Glodjibé seront bientôt dédommagées. En attendant la remise des chèques, les autorités sont allées communiquer les montants retenus par le gouvernement aux personnes touchées par le dit projet. Les détails dans ce reportage de Clément Achari. Face aux populations touchées par le projet de zone économique spéciale, le directeur général de l'Agence nationale des domaines et du foncier et le préfet de l'Atlantique annoncent ici la bonne nouvelle. Après les procédures administratives d'expropriation et d'indemnisation, les autorités sont venues communiquer aux personnes affectées le montant des dédommagements par hectare retenu par le gouvernement. Des prix qui varient entre 1 100 000 et 12 500 000 francs CFA pour les 1600 hectares que prend en compte le projet de zone économique spéciale. Comme vous le savez, le gouvernement a retenu une zone qui s'étend de la commune de Zé jusqu'à Ouida en couvrant une bonne partie du Toré. Et ici, à l'arrondissement de Tango-Diavier, nous sommes venus pour nous entretenir avec les PAP et pouvoir faire un point d'étape des actions qui ont été menées jusqu'à présent dans le cadre de l'expropriation sur ce site. Il était nécessaire que les personnes concernées connaissent les montants auxquels elles devront être dédommagées. Ça a été l'occasion pour moi de présenter le chronogramme opérationnel dans lequel les opérations de dédommagement se feront. Il se trouve que dans les tout prochains jours, et précisément le 16 novembre prochain, les paiements vont démarrer. Donc ces PAP peuvent déjà toucher les chèques et ceci durera jusqu'au 25 décembre. À l'occasion de cette séance qui consacre l'annonce des montants retenus par le gouvernement, le directeur général de l'ANDF et les autorités locales ont expliqué aux populations de la zone touchée le bien fondé de cet important projet de développement et surtout l'impact socio-économique qu'il aura sur leur quotidien après sa mise en œuvre. Je pense que mes frères nous avaient écoutés et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ça fait partie du développement de notre commune. Même si on vous propose même rien pour s'aider, je pense que vous serez fiers de ça. Faire du Bénin une référence en matière économique, telle est l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon. C'est dans cette logique que le gouvernement du Bénin a opté pour la création d'une zone économique spéciale près de l'aéroport de Glodjibé. L'objectif principal est de susciter l'intérêt des investisseurs à l'endroit de notre pays dans divers domaines d'activité. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les parties prenantes pour leur implication effective dans la mise en œuvre de cet important projet salvateur. Soucieux du respect des textes de loi de la République, le gouvernement tient à finaliser cette étape avant le démarrage des travaux annoncés pour les prochains mois. Les populations touchées en général et celles de Tango-Diavier ont de quoi se réjouir, a souligné Victorien Kougleno avant de les inviter à faire les formalités administratives pour aider l'État à accélérer le processus de dédommagement. On parle à présent de ce don de Direct Aid destiné à 4 communes du Bénin et à la police fluviale. Il s'agit d'une nouvelle vague de bacs motorisés. La cérémonie de remise des machines a eu lieu au siège de l'organisation à Cotonou. 5 bacs motorisés équipés de gilets de sauvetage et de boîtes à pharmacie. Le nouveau don de l'organisation non gouvernementale d'arrêt aide aux populations vulnérables des inondations au Bénin. Mais avant de les transmettre aux populations bénéficiaires que sont les communes des Ogbodomé, Wenhi, Atiemé et Tchaourou, sans oublier la police fluviale, cette cérémonie officielle de remise consacrée aux remerciements et engagements organisée par l'Agence nationale de protection civile. Dans le cadre de l'élaboration de notre plan de contingence, on a mis l'acquisition d'une barque motorisée, mais la commune n'ayant pas les moyens, on a fait recours à la NPC qui a pu négocier avec Direct Aid et aujourd'hui, voilà, nous en sommes fiers pour accueillir, recevoir cette barque motorisée. Ça fait un moment, à peu près un mois,
Darexaid a organisé une remise de vivres et de non-vivres au profit de la population sinistrée au nord du pays. Parmi les dons que Darexaid a prévus pour diminuer la souffrance de la population étaient les 5 bacs, mais puisque les bacs prennent un peu de temps pour les fabriquer et tout, donc c'est maintenant qu'on a complété ce qu'on a commencé, ça fait un moment. L'objectif que vise Darexaid par ses actions sociales répétées est d'accompagner le gouvernement béninois à atténuer les souffrances de la population démunie dans plusieurs secteurs. Pour le représentant du ministre de l'Intérieur, ce énième don de Darexaid va soulager et faciliter la résilience sans doute des populations vulnérables des inondations. Ce geste de Darexaid constitue par ailleurs une exhortation des usagers au respect des tests sur le transport pluvio-lagunaire. Je voudrais en cette heureuse circonstance exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'Organisation internationale Darexaid qui œuvre inlassablement pour le renforcement de la résilience des populations vulnérables aux inondations. Chaque année, le Bénin enregistre plusieurs cas de noyades, souvent occasionnés par des chavirements de bacs pendant la période de crue dans les communes situées dans le bassin des fleuves Mono, Ouémé et Niger. Ce don de l'organisation coétienne Darexaid va à coup sûr changer ces indicateurs et réduire les risques auxquels sont exposées les populations démunies. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI a lancé mardi la 3e édition du Hacker Lab. Il s'agit d'un challenge qui s'étend sur 3 jours et qui vise à détecter des talents en cybersécurité. Reportage. La première compétition de cybersécurité au Bénin revient avec de nouvelles innovations. Dénommée Hacker Lab, elle est initiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Son objectif, détecter les talents en cybersécurité au Bénin. Ces hackers maillons essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité auront pour rôle de mettre leurs compétences à contribution pour la sécurisation du cyberespace béninois. C'est quelque chose qu'on a commencé en 2017 comme une expérience et qui finalement s'est avéré être une méthode très productive. Dans le sens où on a des gens dans notre pays, des jeunes dans notre pays qui finalement, sans forcément avoir eu un creuset particulier, ont développé un talent, ont développé des aptitudes dans résoudre toutes les problématiques liées à la cybersécurité. Et ça, c'est des pépites en fait qu'on s'est juré, qu'on s'est promis en tout cas, de réussir à détecter tous les ans et de pouvoir injecter, n'est-ce pas, dans l'industrie de la cybersécurité. Cette 3e édition de Hacker Lab met l'accent sur l'exploitation des systèmes, l'exploitation web, l'ingénierie inverse et l'analyse forensique. L'activité est soutenue par plusieurs partenaires tels que MTN Bénin, Isocel, OpenSea, Deloitte et autres. OpenSea est fier d'accompagner l'ANSSI dans l'organisation d'un tel événement comme celui-ci qui vise à aider les jeunes à développer leurs compétences dans le domaine du numérique. Alors, au-delà d'un engagement, pour nous, c'est un devoir en tant qu'acteur majeur de la digitalisation et d'être présent et de soutenir un tel événement. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir une seconde fois participer à cette édition de Hacker Lab. Je constate qu'il y a des femmes cette année. Donc je suis de plus très réjouie de voir que ça devient très pluriel, que même les femmes sont concernées par ce métier. Donc sachant que chez MTN, comme vous le savez, notre mission première est vraiment d'offrir un monde meilleur à nos abonnés et surtout tous les bénéfices d'un monde connecté. Après l'épreuve de présélection qui s'est déroulée du 1er au 30 septembre en ligne, ces 25 équipes retenues pour la 2e phase vont mettre en œuvre du 10 au 12 novembre 2020 leur expertise et leur expérience pour relever les défis. Sur les 25 équipes participantes, 3 seront retenues et récompensées au bout des 3 jours de challenge.
Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Actu Matin. Merci à vous Ingrid, très bonne journée du jeudi. Merci. À vous tout à l'heure quand il sonnera 13h, retour sur l'actualité avec la rédaction de Canal 3 à la présentation Clément Tchadé. Prenez donc le rendez-vous sur Actu Matin, 2 plateaux de l'invité dans Doura Sedlex. Herman Parfait Anemosu recevra maître Natacha Ballet. Elle est avocate au barreau du Bénin et membre de l'AFA Bénin, l'association des femmes avocates du Bénin. Il sera question du domicile conjugal, choisir en toute responsabilité. Et qui donc choisir le domicile conjugal et pourquoi? Nous aurons donc des éléments de réponse ce matin avec notre invité, maître Natacha Ballet. Mais bien avant, le forum recevra le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Ngmidji, sera avec nous en plateau. Il parlera de long en large de cette sortie présidentielle, la tournée nationale qu'entame ce jour le chef de l'État, Patrice Talon, qui va parcourir au total 54 communes. On reviendra donc sur les contours de ce voyage du chef de l'État. Restez avec nous. André Dossa, Herman Parfait, Anian Bossou et Wahab Alikbara seront en plateau pour le forum de discussion. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Moi, me donne le compteur, s'il vous plaît. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Au forum de discussion ce jeudi matin sur Actu Matin, 3 sujets. D'abord, nous allons parler de la candidature à la présidentielle de 2021. On ira voir ce qui se passe au sein de la Force Kouri pour un Bénin émergent, la bataille du pouvoir entre Paul Roumpé et Théophile Yaro. Deuxième sujet à aborder, les mauvaises pratiques dans nos communes. Nous irons ce matin dans la commune de Kétou où, en tournée statutaire, le préfet du département du Plateau s'est rendu à la mairie
mairie de Kétou. Il a constaté un certain nombre de dysfonctionnements. Sa colère est à revivre avec nous ce matin. Et puis, Ouattara et Bélier se sont retrouvés, c'était hier en Côte d'Ivoire. La crise post-électorale dans ce pays, sommes-nous en train de trouver une porte de sortie? C'est une question que nous poserons ce matin à l'ensemble de nos débatteurs. Herman Anyambossou, Wakabali Para, André Dossa, bonjour. Bonjour Christian Davidja. Bienvenue. Alors, le parti Force Kori pour un Bénin émergent affiche son ambition de participer à la présidentielle de 2021. Ça, on le sait déjà depuis plusieurs semaines. Mais en interne, une bataille pour désigner le candidat du parti se mène. À l'affiche, Théophile Yarou, deuxième secrétaire exécutif national du parti. Et en face, Paul Rompin, secrétaire exécutif national du parti. Je vous renvoie donc aux subtilités de langage de part et d'autre. Herman Parfait à Nyambossou, la bataille du pouvoir est-elle lancée au sein de cette formation politique? Oui, il faut quand même bien qu'on puisse entendre les partis politiques sur tout ce qui se fait. Et donc, le parti Force Kori pour un Bénin émergent qui a commencé déjà une bataille à l'interne pour ce qui est de l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 11 avril prochain, ce qui ça fait quelques 5 mois, moins un jour déjà, puisque hier déjà ça faisait 5 mois jour pour jour. Et donc je pense que c'est bien qu'il y ait cette bataille au sein des Forces Kori pour un Bénin émergent, sauf que on aurait bien voulu que cette bataille se fasse à l'interne, que ça ne puisse pas gagner les réseaux sociaux, que ça ne puisse pas gagner les médias, que cette bataille se fasse à l'interne, qu'on aille à un jeu démocratique qui permette de décider de qui sera le porte-flambeau de cette formation politique-là. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans un système où désormais c'est une affaire de duo, une affaire de porte-flambeau et de colistier. Alors, si à l'interne, la bataille est faite de sorte qu'on a un Yarou qui est peut-être désigné au sein du parti pour être le porte-flambeau et que c'est Rompin qui est le colistier ou c'est Rompin qui est le porte-flambeau et c'est l'autre, je pense qu'il va falloir que chacun puisse se ranger derrière la décision des militants du parti FCBE. Justement, vous parlez de bataille. Oui, la démocratie à l'interne au sein de ce parti politique est-elle rude d'épreuve, Wakabali Para? Bon, c'est à l'épreuve. Cette démocratie à l'interne est à l'épreuve. Maintenant, rude d'épreuve, on attend de voir parce qu'il y a possibilité de savoir coller les morceaux et obtenir le résultat attendu. C'est vrai, la bataille pour la présidentielle est déjà de bise et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart du temps pour les élections, les positionnements posent problème. Cette fois-ci, il s'agit de l'élection présidentielle, donc moins de candidats au sein du même parti, mais cette fois-ci, encore une fois, il s'agit d'un duo. Il faut travailler à ce que le parti puisse proposer une équipe et bien entendu une équipe qui gagne. Si il se peut, n'est-ce pas, que le porte-flambeau puisse influencer positivement, et c'est beaucoup plus ce qui est recherché, puisse influencer positivement les populations, puisse influencer positivement les parrains, les potentiels parrains, parce que FCBE est aussi à la recherche des parrains. Pour l'instant, le parti ne dispose que de 6 maires, n'est-ce pas, on ne sait pas sur encore papier, si c'est, sur papier, et on ne sait pas encore si 6 maires sont totalement acquis, en tout cas le jour-là, si ces 6 maires sont disponibles, très bien. Mais dans un cas comme dans l'autre, contrairement aux autres partis qui ambitionnent ou qui envisagent d'aller à la présidentielle, FCBE a un pas en avant sur ces partis-là. Donc la guerre, cette dissension au sein du parti, il faut que les membres du parti puissent travailler à corriger cela. Vous n'êtes pas sans savoir que ces petits détails, ces fissures au sein du parti ont coûté cher à FCBE lors des élections communales et municipales. Le départ de Boni Yayi qui d'une manière ou d'une autre a influencé les résultats du parti. Donc, aux yeux des populations, aux yeux des militants, il faut qu'un travail se fasse à l'interne de manière à ce qu'on puisse nous présenter une équipe fiable. Nous n'avons pas, comme vous parlez de démocratie interne, nous n'avons pas chez nous ce que nous appelons les primaires pour que au sein du parti, n'est-ce pas, il y a comme une forme de vote, n'est-ce pas, ou de désignation, voilà, pour départager les candidats. Ça veut dire que le grand travail va se faire au sein du bureau politique et moins avec les militants. Donc les militants, n'est-ce pas, viendront d'une
d'une manière ou d'une autre, constater le choix qui a été fait. Il va donc falloir qu'entre Théophile Yarou, puisque jusque-là, c'est beaucoup plus les deux noms qui reviennent, même si en dessous, il y a également d'autres qui lorgnent le fauteuil présidentiel. Ce sont les deux noms-là qui viennent. Il s'agira donc de travailler, n'est-ce pas, au sein du parti et de voir qui de Yarou et de Humpé, n'est-ce pas, viendra en tête, à la tête pour que le parti puisse avoir un pas en avant. On va voir un peu ce qu'a vécu ce parti politique. On se rappelle, bien avant, après le départ de Boni Yayi, bien avant le départ de Boni Yayi, il y avait des cassures, il y avait des dissensions de part et d'autre. Par la suite, nous avons vu un leader se porter pour garder la tête haute et réussir à maintenir le parti. Il s'agit donc de Paul Humpé. Alors finalement, doit-on faire le débat sur, du point de vue légitimité au sein de ce parti politique, quand on sait que Paul Humpé est le premier responsable de ce parti? Est-ce que légitimement, c'est pas lui qui doit être le porte-flambeau de ce parti si entre-temps la FCBE devrait participer à la prochaine présidentielle? André Doussa. D'abord, je trouve que c'est une bonne chose que nous fassions aujourd'hui un débat sur la multiplicité d'ambitions dans un parti politique, l'éventualité donc de plusieurs candidats à la candidature d'un parti politique. Je crois que c'est une des conséquences de la réforme du système partisan. Que ce soit des partis créés dans la foulée de cette réforme du système partisan, et donc de la nouvelle charte des partis politiques, ou des partis qui existaient déjà et qui ont dû donc être réformés, qui ont dû renaître pour se conformer à la dite loi, on observe quand même qu'il y a que les standards de gestion, les normes de gestion de nos partis désormais ont quand même connu un certain changement. Sinon, en réalité, on devrait tout naturellement considérer que le plus fort, en tout cas le plus responsable, devrait en être naturellement le candidat. Et ma foi, ça ne va pas être le cas. Pour ce qui concerne le cas spécifique des forces Corée pour un Bénin émergent, j'ai vu passer beaucoup de choses et nous sommes à une époque où les informations, et notamment l'Infox, se fabriquent très rapidement et très facilement. Peut-être même que j'ai vu des visuels circuler qu'on a attribués à Paul Humpé pour annoncer sa candidature. Dans la foulée, on a vu également une publication attribuée à Théophile Yarou. Je pense que ce sont des membres de FCBE. S'ils ont des ambitions, s'ils veulent le candidat, ils se proposeront, n'est-ce pas, à la candidature de ce parti politique. Et s'ils sont nombreux à vouloir l'être, sans doute que ça va les conduire à des primaires. Je ne sais pas ce que disent très exactement les tests de ce parti. Je ne sais pas si les tests du parti stipulent clairement que bon, c'est sur la base de la légitimité de X ou Y qu'on va le désigner comme candidat. Mais je sais que s'ils sont nombreux à vouloir être candidats, à vouloir porter le flambeau de Force Corée pour un Bénin émergent à la prochaine élection présidentielle, ils devront sans doute être départagés par des primaires, aux militants de ce parti, eh bien, de clarifier, de départager les uns et les autres. Mais c'est une bonne chose aujourd'hui que ça ne soit plus le fondateur naturellement qui forcément est le candidat du parti, ou bien c'est lui qui décide de qui va être candidat, et qu'il y a une certaine, en tout cas, un débat autour, et qu'il y a une forme de compétition pour la désignation de candidats de nos différents partis politiques. On sait qu'aujourd'hui, en vue, on parle de Paul Humpé, on parle de Théophile Yarou, mais au sein de cette formation politique, c'est sûr et certain qu'il y a également d'autres ambitions, et qu'un travail interne est en train d'être fait à leur niveau. Alors, Arab Ali Para, je posais la question de la légitimité. Doit-on parler de légitimité ici pour la désignation du porte-flambeau de la Force Corée pour un Bénin émergent, quand on se rappelle également qu'il y a quand même un travail de groupe qui a été fait pour que la FCBE puisse exister aujourd'hui? Non, je crois qu'en termes de légitimité, il va falloir aller avec douceur, n'est-ce pas, faire un peu plus attention en consultant d'abord le règlement intérieur ou bien le contenu des tests. Est-ce que c'est beaucoup plus la question de légitimité qui va amener X ou Y à être candidat au sein du parti? Certes, il faut reconnaître qu'en termes de légitimité, n'est-ce pas, la légitimité ne pose pas problème avec Paul Humpé. Ça, il faut être direct sur ce détail-là. Maintenant, il y a les ambitions personnelles. Je crois qu'avec cette guéguerre au sein du parti, FCBE, n'est-ce pas, on est en train de faire des pas en avant. Il y a donc une forme de réforme au sein même de ce parti-là et au sein des partis qu'on
qu'on connaissait par le passé, puisque par le passé, bien entendu, c'est le leader du parti, le numéro 1 du parti qui prend le devant des choses. C'est lui qui fait le positionnement quand il s'agit des élections communales et municipales. C'est quand il s'agit de la présidentielle et que le parti a les moyens, n'est-ce pas? C'est le porte-flambeau, c'est-à-dire c'est le numéro 1 du parti qui est automatiquement candidat à la présidentielle. Mais je pense que cette fois-ci, un grand travail va devoir se faire au sein du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Moi, je pense que l'avantage que le parti a au-delà de tout, c'est de voir que avec l'avènement du système partisan, n'est-ce pas, les partis politiques n'ont pas proposé eux-mêmes en leur sein un candidat. Ils ont désigné, c'est-à-dire les grands partis que nous connaissons, un peu comme le Bloc républicain. Voilà. Merci. Donc, FCBE travaille à désigner un candidat en son sein. Ça fait déjà un pas en avant. Donc, il va falloir travailler à ce que le candidat présenté comme porte-flambeau, n'est-ce pas, puisse avoir une certaine, une certaine adhésion, qu'il y ait harmonie au sein de ce parti, de manière à ce que les militants puissent savoir que, bon, franchement, nous avons mis de côté les fissures, les dissensions et autres, et que le chemin en tout cas, que ce qui les divise, n'est-ce pas, soit minime, n'est-ce pas, que ce qui les divise. Merci. Alors, on apprend que les tests prévoit la mise en place d'une commission qui aura à étudier les différentes intentions de candidature au sein de cette formation politique. Il n'est donc pas prévu qu'il y ait des primaires. Herman Parfait à Niamboussou. Alors, lorsque vous regardez les deux dont nous parlons ce matin, selon vous, qui a l'étoffe d'un présidentiable? Justement, l'étoffe du présidentiable, c'est entre Paul Moupa et puis Théophile Yarou. Les deux ont pour ma part l'étoffe pour être candidat à cette élection-là. Surtout que nous parlons aussi d'un duo présidentiel où quelqu'un est président, l'autre est proposé à la vice-présidence. Sauf qu'ici, c'est celui qui a même de séduire les parrains. Wahab tantôt a parlé de celle-ci, mais dont dispose le parti FCBE. Est-ce que il s'agit peut-être de faire une petite enquête au sein de ces maires-là pour savoir si jamais c'était Théophile Yarou qui était présidentiable, qui s'y était rompé, pour qui voteriez-vous? Peut-être qu'au sein déjà de ces maires, avant même qu'il n'aille négocier les 10 autres parrains, oui, pour être sûr de pouvoir candidater à cette élection présidentielle. Je pense que tous deux ont l'étoffe. Mais c'est vrai que, bon, vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui Paul Moupa, pour tout ce qu'on a vu comme bataille avant qu'ils aient le récépissé, et vous voyez qu'il y a une sorte d'équipe qui est quand même restée soudée derrière Paul Moupa, pour contrer un peu certaines velléités qui ont tenté de dissoudre un peu FCBE ou de faire en sorte que FCBE ne puisse pas avoir des militants. Je pense qu'ils ont intérêt à rester en équipe pour évoluer, parce que justement, FCBE a à nous prouver si effectivement il constitue la troisième force, un peu comme ça l'a été jusque-là, après l'UP et le PR, troisième force. FCBE a montré effectivement que les 100 millions non, qu'ils ont reçus, je crois, les 103 millions qu'ils ont reçus, que c'est bien servi, parce que justement les 103 millions doivent servir quand même à financer leur campagne, à pouvoir financer beaucoup de choses, à pouvoir prendre part aux élections présidentielles qui s'annoncent. Donc je pense qu'ils ont intérêt à rester soudés. Alors au lendemain des élections communales, municipales, nous avons vu les résultats. André Doussa, FCBE s'en est sorti auparavant avec 7 communes, finalement c'est 6. On voit un peu l'aire géographique où il y a une forte présence des FCBE. Et si on doit prendre les têtes chacune, on voit que Théophile Yarou est issu du Septentrion, et que dans le Septentrion, eh bien, c'est là que FCBE est assise. Finalement, si on doit faire les analyses en tenant compte de l'aire géographique et autres, qui vient en avant après l'autre? Bon, c'est vrai que FCBE a un plus fort ancrage dans certaines régions du pays, telles que par exemple le Septentrion, c'est vrai. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait juste, Herman, de dire que bon, les deux qui ont l'étoffe, une carrure présidentielle, sont Yarou et Moupa.
c'est parce que peut-être des proches de Aboubakar Yaya n'ont pas encore fabriqué un visuel et jeté sur Internet pour dire qu'il est candidat, ou un proche de Idrissou Bako, ou Garba Yaya, ou je ne sais plus, tout est candidat. Vous oubliez quelque chose. Et son fils, il n'a pas encore son fils, El Farouk. Oui, leurs proches n'ont pas encore fabriqué des visuels pour les poser devant un message de mobilisation qu'on pense qu'ils n'ont pas d'ambition. Allez-y voir, peut-être qu'en se brossant le matin, il n'y en a pas mieux. Qui voit un peu le fauteuil de la Marina, n'est-ce pas? Donc peut-être que les vraies ambitions n'ont pas encore été affichées au sein de ce parti. Vous avez évoqué tout à l'heure une commission que les tests prévoient pour régler cette question. Le moment viendra où, si vraiment les ambitions sont trop nombreuses, il faudra arbitrer et ils vont recourir sans doute aux tests de leur parti et pourquoi pas également aux militants. Toujours est-il que moi, ce que je salue dans ce débat, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'un parti politique et de sa candidature à la prochaine élection, on ne pense pas directement à un individu parce qu'il en est le propriétaire, parce qu'il en a le dernier mot, parce que c'est lui qui décide de tout. Moi, en fait, c'est un peu ce que j'apprécie dans ce débat. Il faut souhaiter qu'il en soit ainsi désormais pour l'ensemble de nos partis politiques et que ça cesse d'être des PME appartenant donc à des individus ou à des familles, ainsi de suite. Sur le cas maintenant de la capacité des forces correspondant à exister dans ce débat présidentiel, et plutôt qu'à faire pied de figure, je pense qu'il leur appartient de positionner les candidats à même de séduire, comme vous l'avez dit. D'abord, un candidat qui pourra rapidement avoir les parrainages nécessaires pour combler le gap, et après pouvoir mobiliser les citoyens autour d'un projet dont ils seraient porteurs. C'est aussi ça la question. Il ne faut pas seulement voir que c'est les têtes de pont, c'est Théophile Yarou, et puis c'est Paul Hongpa, et que d'emblée, ils pourraient être les candidats. Peut-être qu'il y a d'autres candidats de FCBE qui vont mieux charmer, mieux séduire, mieux mobiliser que les deux que nous voyons au devant de la scène. Le côté des fraternités qui y voit un clash avant le duo, entre Hongpa et Théophile Yarou, Eman Parfait à Niamboussou. Même lecture avec un clash entre les deux, mais comme l'a dit André, effectivement, on attend de voir s'il n'y a pas d'autres ambitions au sein de ce parti-là, parce que justement, il y a un trop grand silence autour de Soumanou El Faro, par exemple, de Soumanou Djemba. Il y a un silence autour des autres, de beaucoup de Abouakaya qui a failli être le maire de Parakou également. Oui, c'est possible, et donc c'est déjà bien. On rappelle qu'il fut maire. Il a failli être maire, il a été maire de Parakou, bon, c'est vrai. Donc je pense que c'est déjà heureux qu'il y ait ce débat au sein du parti FCBE. Ça permet tout de suite d'éveiller les ambitions et de réveiller également tout ce qu'il y a comme potentialité au sein de ce parti-là. Et donc on attend peut-être dans les tout prochains jours, qui sait, peut-être que ces ambitions-là vont se révéler au grand jour. Oui, quelque chose à ajouter. Oui, ce que je voulais dire, la question que vous faisiez tout à l'heure, André Dossa, sur la capacité ou l'ancrage du parti Foscori pour un Bénin émergent dans le septentrion, ça c'est une vérité. Mais moi je ne voudrais pas qu'on puisse ramener un débat qui porte à croire que c'est la célébration du régionalisme et autres. Non, le régionalisme, l'ethnocentrisme et autres, le racisme, ce sont les débats dépassés sur lesquels vraiment il faut plus revenir. Maintenant, je me dis, même si c'est Paul Hongpa qui est choisi, que ce soit dans le schéma du passé, c'est-à-dire au moment où on faisait la candidature unique, on ne parlait pas de duo, n'est-ce pas? Il s'agit d'un idéal que le parti incarne. Et bien entendu, si Paul Hongpa est choisi et que Théophile Yarou, Alassane Djemba, Aboubakar Yaya, Bako et autres qui sont du septentrion, donc du Nord Bénin, puisque c'est, comment dire, l'idéal de tout le parti, ils peuvent travailler de manière à ce que Paul Hongpa soit élu, parce que l'élection de Paul Hongpa, c'est la victoire de tout le parti. Dans un cas, et l'inverse également, c'est pour dire que même si c'est c'est Théophile Yarou qui est retenu comme candidat, donc comme porte-parole, comme porte-flambeau du parti FCBE, Paul Hongpa et les autres militants, les autres membres du parti qui sont du Sud, c'est l'idéal du parti, c'est, comment dire, les fondamentaux du parti qui sont incarnés à travers le candidat qui est élu. Donc le débat ne devrait pas se faire en termes de candidat du Nord, candidat du Sud au sein du même parti. C'est d'abord quand on est élu, on est président de tout le pays et non président. Voilà, donc Paul Hongpa ne sera pas élu et dit que je suis seulement le maire, le président de Bopa ou
Mono Koufo. Non, il sera le président de toute la nation. Donc, il faudrait que le débat puisse franchir le cap du régionalisme et être sur un terrain beaucoup plus concret. C'est la partie méridionale. Vous prenez le septentrion, on ne fait pas le régionalisme, mais il y a beaucoup plus de candidats, de candidatures là-bas. Garba Yaya, Boubacar Yaya, Alassane Soumane Djemba, El Farouk Soumanou, qui est encore Bako. Comment ça va se faire? Non, mais en réalité, ce n'est pas faire l'apologie des identités meurtrières, de ce fléau de régionalisme que de dire. En fait, c'est un fait. Le FCBE a un plus fort ancrage dans le Nord Bénin. Oui, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et même après cette réforme et la scission, la démission de son leader charismatique, cette réalité-là est demeurée et ça s'est traduit à travers donc les résultats des dernières élections communales et municipales. Comment ça va se faire? C'est-à-dire que si nous sommes un parti politique, s'il y a plusieurs membres, plusieurs militants qui désirent être candidats, représenter le parti à une élection présidentielle, je crois qu'il y a des moyens assez démocratiques pour régler cette question. Les tests de Force que le point Bénin émergent, que hélas je n'ai pas lu, ont sans doute prévu le mécanisme par lequel on désignera un candidat. Si les tests sont mieux là-dessus, c'est sans doute que les uns et les autres vont s'asseoir et discuter. On observe que dans la partie du pays où le parti est mieux ancré, il y a beaucoup plus de leaders, en tout cas beaucoup plus de responsables de ce parti qui sont originaires de cette zone-là. Et ailleurs, par contre, on voit qu'il y a une sorte la savane est moins pourvue, donc en termes donc de leaders. Et on voit Paul Humpé plutôt en tête dans cette région. Si l'élection devrait se dérouler par des régions, c'est-à-dire régionales qu'on va organiser pour désigner le candidat, bon, dans sa région, il pourrait être donc favori contrairement à d'autres. Mais je pense que ce n'est pas de cette façon que le candidat sera désigné. Donc du coup, je pense que ça ne sert à rien de davantage élaborer sur cet aspect-là. Voilà. C'est déjà que le candidat qui sera désigné puisse quand même travailler à rallier le maximum de parrains à sa cause. Bah justement, suivant que c'est Théophile, n'oubliez pas qu'il a été ministre de la Défense Soubouni Yayi, également Paul Humpé qui a été ministre, je crois, Soubouni Yayi, qui est de donc je pense que quand on prend l'un et l'autre, il faut d'abord voir ce que chacun d'eux valent, ce que chacun de vous, pardon. Il faut voir ça. Maintenant, voir comment il peut arriver à prendre d'abord ceux qui a comme parrain là et aller vers d'autres parrains. Parce que c'est aussi ça. Nous ne sommes pas tous dans une élection où quelqu'un se lève et puis il dit je suis candidat et on vote pour lui. Aujourd'hui, il faut travailler à aller d'abord les parrains avant d'aller vers les militants. Donc je pense que la bataille, à mon avis, sera rude et il faut craindre même une scission du parti. Hein. Si jamais il n'arrivait pas à s'entendre, c'est possible que tout de suite on puisse... En tout cas, la commission qui étudiera les intentions de candidature et autres travaillera et nous sortira le candidat porte-flambeau de ce parti et pourquoi pas le duo également. Oui, et très rapidement, il faut dire que le parti gagnerait, n'est-ce pas, à ne pas perdre son énergie sur ces dissensions-là et beaucoup plus travailler à avoir un projet de société clair parce que avec le projet de société, vous arrivez à mieux convaincre les parrains plutôt que quand vous venez bomber vos muscles pour montrer que vous êtes soit du nord ou soit du sud. Très bien, je vais vous laisser souffler un tout petit peu avec cet élément que nous allons voir. Ça nous vient directement de Kétou et c'est réalisé par Emma Rodonou. La tournée statutaire du préfet du Mono, Valère Seton-Noubo, il s'est rendu donc du plateau Valère Seton-Noubo, il s'est rendu donc à la mairie de Kétou où il a constaté un certain nombre de dysfonctionnements. C'est traduit à travers cet élément reportage. Première étape de cette tournée statutaire du préfet du département du Plateau ce lundi, la commune de Kétou. Pour se rendre compte de l'état de santé de cette commune, l'autorité préfectorale a écouté le maire présenter le bilan de ses réalisations et les difficultés qui enrayent la machine. Nous soulignons ici aussi plusieurs réalisations concernant les écoles, les centres de santé et autres. Mais toutefois, nombreux sont les défis qui restent à combler. Les problèmes de personnel qualifié dans divers services de la mairie. La mobilisation des ressources propres malgré les stratégies mises en place par la mairie. La pratique du détournement et du vol de quelques acteurs de la chaîne de la mobilisation des ressources propres. L'incivisme des communautés. Au niveau du personnel,
Les 55 agents, toutes catégories confondues, malheureusement, n'affichent pas tous une volonté et une détermination à accompagner l'exécutif. À l'incompétence et au détournement des recettes dénoncées par le maire s'ajoutent des actes de rançonnement des prestataires de la mairie dont sont coupables certains agents. Le préfet Valais Setonoubo s'en est offusqué et met sérieusement en garde. Quelqu'un prend un marché, eux tous, ils veulent prendre de pourcentage chez la personne de telle manière que les gens réalisent des infrastructures qui ne durent pas. Parce que tous y mangent dedans. Ou bien si la personne ne donne pas, on bloque son dossier, on l'oblige, on lui crée tellement de problèmes. À partir de maintenant, c'est terminé. Je vais vous suivre là. Tout contrat qui viendrait à la préfecture, je vais demander de me recenser le nom de ces contrats-là. Les prestataires, je viendrai les rencontrer devant le maire et devant tous, et je vais mettre les prestataires en garde. Si quelqu'un les rançonne, un chef service leur demande de pourcentage de me rencontrer. Si lui-même il donne, il sera traduit. Voilà ce qui se passe à la mairie de Kétou. C'est grave. Et c'est pourquoi vous voyez, sur 63 projets, c'est ça, hein? 63 projets, il n'y a que 7 exécutés entièrement. Nous sommes en novembre et on dit 21, ou encore que les 21, il faut aller chercher si c'est vrai. 21, vous savez combien? Ajouté aux 7, vous savez combien? 28 sur 60. C'est ça, c'est ce jeu. Il faut pour prendre les prestataires pour évoluer. Non, on veut manger, celui qui on veut manger. C'est grave. C'est grave. Si j'ai été obligé de le dire, j'apprenais le truc depuis. Mais quand je n'ai pas de preuves, si je le dis aujourd'hui, et j'ai nommé les gens, je ne suis pas allé. C'est le réseau qui fait le jeu, ça. Mauvais élève en termes d'exécution des projets, la mairie de Kétou est appelée à revoir sa copie. Valais Setonoubo a saisi l'occasion pour inviter les populations à accompagner leurs élus en s'acquittant de leurs taxes et en contribuant à l'entretien des infrastructures réalisées. Nos communes sont instables. Kétou n'est pas propre. Il faut que Kétou soit propre. Et voilà, il faut que Kétou soit propre. Ce sont les propos du préfet du plateau, Valais Setonoubo. Et nous avons entendu Lucie Cessinou, maire de la commune de Kétou. Elle dit être confrontée à d'énormes problèmes. Elle les a énumérés. On parle donc de ces pratiques incestueuses, incompétence, détournement de recettes, rançonnement de prestataires Wahabali Para. Kétou a des problèmes. Oui, ça va mal au niveau de la mairie de Kétou. Et vous avez pu le sentir à travers d'abord la voix de Madame Lucie Cessinou. Je veux parler du maire qui se plaint de n'avoir pas une équipe, dois-je dire, en bonne et due forme qui l'accompagne. Apparemment, l'équipe de Madame le maire, c'est à peine une cinquantaine de cadres, d'agents de la mairie. Et dans le lot, n'est-ce pas, il y a plus de mauvais grains qu'il y en a de bons. Vous voyez, parce que on pose le problème de compétence au sein même des cadres, au sein des agents. Il y en a qui ne sont pas disposés, n'est-ce pas, à accompagner l'exécutif. Ça pose un véritable problème à ce niveau. Et ce qui est beaucoup plus déplorable, et je pense que c'est un des détails qui a le plus surchauffé le préfet Valais Setonoubo, n'est-ce pas, c'est de voir que il y a bien de projets qu'on a annoncés, qu'on a lancé pour l'embellissement, changer le visage de la commune de Kétou, les réalisations d'infrastructures et autres, n'est-ce pas, et que les prestataires sont rançonnés par ceux qui doivent dire accorder les marchés. La question de 10%, vous voyez, même pas le passé. Au-delà de 10%. Voilà, donc on prend 10%, et au point que finalement les infrastructures livrées ne sont pas de bonne qualité.
vérité, elle ne dure pas. Et c'est ce qui décourage le préfet. Ce qui est intéressant et qu'il faut saluer dans la réaction du préfet, je l'ai vu par le passé, n'est-ce pas, se montrer un peu radical avec un maire du bloc républicain dans son département, avec un maire de l'Union progressiste toujours dans son département. C'est dire que c'est quelqu'un qui est intransigeant parce que des deux partis, bien entendu, il a son parti que je me refuse de dire ici, mais quand des deux partis, n'est-ce pas, il tranche de manière radicale, c'est dire que c'est quelqu'un qui veut de bons résultats. Et je crois que les maires, ça doit pas tomber dans les oreilles dessous, et je crois que le message est passé. Maintenant, quand on ajoute l'insalubrité, n'est-ce pas, dans une commune où on sait que les femmes sont beaucoup plus amoureuses de l'esthétique, du beau et autres, il y a un véritable problème qui se pose là, et que Madame le maire doit prendre le bâton de pèlerin. De cette colère du préfet. Non, je pense que le préfet fait bien d'attirer l'attention sur ce qui est mauvais dans l'une des communes sous sa tutelle, en l'occurrence la commune de Kétou, parce qu'il sans doute il ne veut pas qu'on dise que c'est alors qu'il est là, autorité préfectorale, que des choses se passent pas de façon orthodoxe dans ces différentes communes. Le cas de Kétou, je pense que c'est une préoccupation. Maintenant, peut-être qu'il faut l'élargir à d'autres communes. Quand on parle, par exemple, de personnel non qualifié, je ne suis pas sûr que dans toutes les communes du Bénin, il y ait du personnel qualifié. Justement, les recrutements qui se faisaient à la petite semaine, les recrutements qui se faisaient, c'est pas sur la base de l'appel d'offres, mais juste parce qu'on a un cousin quelque part parce qu'on est devenu maire, il faut le nommer quelque part. Je pense qu'il faut... c'est un problème qui parle de Kétou, mais qui peut être géré de façon globale pour faire en sorte que n'est plus disposé de personnel qualifié. Justement, quand le gars il vient au boulot, alors qu'il n'a pas la compétence qu'il faut, vous voulez qu'il vous accompagne comment? Et alors que vous avez un mandat à exécuter, vous avez des projets également à mettre en œuvre. Et le préfet a fait le point, il y a une soixantaine de projets, à peine 7 sont exécutés, et il dit qu'il doute encore de la qualité de ces projets qui sont exécutés, dit-on, et qu'il y a 21 qui sont en cours d'exécution. Je pense qu'il revient au préfet, dans un cas comme celui-là, de mettre en place une commission. Il en a les moyens, il en a les prérogatives, une commission d'enquête pour aller vérifier l'état de ces infrastructures qui ont été livrées là, pour aller vérifier tout ce qui se passe, les projets, et que les renseignements soient poursuivis. Parce que, oui, c'est vrai, c'est bien de montrer toute sa colère et tout, mais il faut aller loin. Peut-être que ça peut partir, les gens peuvent partir de Kétou. Avons-nous beaucoup d'autres Kétou en République du Bénin, en dehors de ça, sur les 117 communes? Kétou, c'est qu'une photographie de la phase visible de l'iceberg. Ça se passe partout, dans toutes les communes sans exception. Vous allez vous investiguer, vous verrez. Par contre, je crois que oui, on peut bien saluer cette démarche du préfet de dénoncer publiquement ces vilains comportements qui ont nui manifestement à la ville. Mais je pense que le préfet n'a pas été nommé hier ni il y a un mois, il est là depuis. Je pense qu'il faut qu'il agisse. Il faut aller au-delà de ces dénonciations spectaculaires et agir. Dès lors qu'il affirme connaître le réseau, d'accord? S'il connaît le réseau, qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Il faut agir. Il ne faut pas forcément attendre que qu'il soit trop tard pour dénoncer. Il faut agir. Nos communes souffrent. Déjà qu'elles ont du mal à mobiliser les ressources, d'accord? Et le peu qu'on met à leur disposition, c'est encore mal géré. Je crois que ce n'est pas bien. Nous avons commencé la décentralisation dans ce pays, ça fait déjà des décennies. Il y a plusieurs mandatures de décentralisation. Il y a des communes qui peinent toujours à décoller. Parce que, justement, il y a un problème de compétences qui se pose. Il y a également la mauvaise gestion, même quand, pas extraordinaire, ils ont quelques cadres qui veulent bien travailler. C'est que les gens, rapidement, ont tout fait donc de verser dans la corruption. Et ça empêche vraiment les villes là, de se développer. Je crois qu'il faut que ce soit le préfet du plateau et l'ensemble des autres préfets qui sont au courant de ce genre de pratiques. Il faut qu'ils passent à l'acte et qu'ils agissent et qu'ils mettent justement la pression sur les maires pour que vraiment ils puissent faire le travail pour lequel la population les ont élus. Très bien, merci beaucoup. Le temps est complètement parti. On ne pourra pas aborder le troisième sujet en rapport donc à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont rencontrés pour une certaine paix des braves. En tout cas, on va y revenir au fur et à mesure que cette actualité... baiser la glace. On verra bien au fur et à mesure que cette actualité
société va évoluer. Vous restez en plateau, André Nossa va recevoir notre invité, Wilfried Léon Mbédi, directeur de la communication de la présidence de la République. Il reviendra donc sur cette tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon, qui part aujourd'hui. Merci à vous, Wahab Alipara. Rendez-vous demain pour le débat fait de société. Et avant la Niamboussou, vous reviendrez en plateau tout à l'heure, dans Doura Lessedlex, avec Maître Natacha Ballet, avocate au barreau du Bénin. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je suis Situami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas roulez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. L'invité du forum, Wilfried Léandre Mbédi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de la présidence de la République. L'actualité, c'est bien sûr cette tournée nationale du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui va parcourir une cinquantaine de pays. De villes. Alors, le chef de l'État est-il prêt pour son long périple? Oh, bien sûr qu'il est prêt. Déjà, je vous remercie pour l'opportunité et je confirme qu'il est prêt. Il vous a dit dès le 6 avril 2016 qu'il était prêt ici et maintenant à engager l'action de développement du pays. S'il a attendu 4 ans et demi pour programmer cette rencontre avec ses compatriotes à travers le pays, et je dois vous dire que c'est quand même un peu plus de 50 communes, on va dire une soixantaine à peu près, je sais qu'il est prêt. Il aurait pu le faire il y a 1 an, il y a 2 ans. Pourquoi il n'a pas fait? C'est maintenant. Il a pris le temps de mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec son équipe, de voir comment aboutissent les projets. En tout cas, il a voulu consacrer l'essentiel du temps à la réalisation des actions de développement prévues au PAG. Et aujourd'hui, il est prêt à aller à la rencontre de ses compatriotes pour discuter de cette mise en œuvre, recueillir leurs préoccupations, leurs critiques et pourquoi pas leurs attentes. Il finit son mandat à la tête du pays dans, ma foi, 5 mois moins 1 jour. Et pourquoi c'est justement maintenant qu'il a choisi d'aller écouter, recueillir les préoccupations des populations? C'est fini, non? Vous savez, vous et moi, s'il nous arrive de planter un arbre chez nous, nous sommes curieux de voir s'il pousse et tous les jours nous allons nous pointer pour regarder de combien de millimètres il a grandi. Le semeur, le paysan qui est professionnel de la chose, il ne fait pas ça. Il ne se comporte pas comme nous. Lui, il sait à quel moment précis sa graine est devenue une pousse,
quand est-ce qu'elle va fleurir, quand est-ce que les fruits vont sortir. Et donc, il ne court pas tous les jours aller voir. Le chef de l'État est à peu près 6 mois, comme vous dites, de la fin du mandat. C'est l'occasion, c'est le moment idéal pour aller voir pendant 4 ans et demi ce qui a été mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations, quels sont les résultats qui en sont issus. Et donc, le moment, il est plus que propice. Il n'aurait pas pu le faire. Pourquoi a-t-il besoin d'aller lui-même sur le terrain et de parcourir une soixantaine de communes? Alors, c'est un chef de l'État. Il a forcément des fiches, il a des comptes rendus de ses collaborateurs sur le terrain. Bien, je vois que vous devez être nostalgique du général Kérékou qui avait passé chaque fois ses mandats présidentiels à Cotonou sans jamais faire le tour du pays, mais qui, quand il se présentait, avait la magie qui allait avec son aura pour se faire réélire facilement. C'est ce qui est prévu pour la sortie de Patrice Talon. Pourquoi le président Talon va le faire? Effectivement, il reçoit des fiches. Effectivement, la méthode qu'il a mise en place fait que, même sans avoir à se déplacer de façon intempestive, les projets et programmes sont mis en œuvre de façon satisfaisante. Mais nous savons très bien que l'époque du général Kérékou n'est pas notre époque. Il se trouverait certains de nos compatriotes, et à raison sans doute, pour dire, mais le président de la République, il a fait un mandat de 5 ans, il n'est jamais allé vers nous. Est-ce qu'on lui ferait aujourd'hui grief de décider d'aller parler avec ses compatriotes, de s'assurer par lui-même, au-delà des fiches, qui, on doit le dire, avec la gouvernance mise en place, avec la méthode de gestion du pays mise en place, ne peuvent pas être fantaisistes. Donc, c'est forcément des fiches suffisamment réalistes de l'état de ce qui est fait dans le pays. Cela n'empêche, le chef de l'État, c'est lui qui a eu le mandat de gouverner le pays. C'est lui que les Béninois ont élu. Et cette démarche participe de la reddition de comptes. Il pouvait envoyer les ministres, les maires, les cadres qui le soutiennent pour dire « allez rendre compte ». Mais par lui-même, il va rencontrer ces populations pour discuter avec elles directement. Et je crois qu'il n'y a pas plus grand honneur, plus grand respect que le chef de l'État peut témoigner à ses compatriotes. Justement, certains voient derrière cette tournée présidentielle une sorte de pré-campagne pour Patrice Talon, qui, dans les coulisses, on apprend, sera candidat à sa réélection. Et des voix proches de lui ou dissonantes? Dans l'opinion. Dans l'opinion? Oui. Bon, les deux. Je considère donc que l'opinion serait favorable à une candidature de Patrice Talon pour un nouveau mandat. Comment prouver que ce n'est pas une campagne électorale précoce, cette sortie du chef de l'État? Oh là, le chef de l'État. Je vais vous renvoyer à son prédécesseur, qui même après les élections a continué à travailler, à se déplacer jusqu'à la veille de la passation de charges. Et ses soutiens nous disaient à l'époque, à raison, que le mandat n'était pas terminé. Le mandat n'est pas terminé. Le programme d'action du gouvernement continue à être mis en œuvre avec méthode, avec rigueur, et il n'y a pas de pré-campagne qui vaille en l'espèce. D'ailleurs, si cela peut vous convaincre, cette tournée intervient en temps de Covid, n'est-ce pas? Si ça avait été pour une question de pré-campagne ou de jauge de popularité, on aurait fait fi de Covid et le chef de l'État aurait entrepris de rencontrer tous les Béninois qui aimeraient le voir en des lieux qui leur plairaient. Le format de cette rencontre suffirait à vous convaincre de ce que, derrière, il n'y a aucune ambition d'aller en campagne ou en pré-campagne. Pourquoi? Si le chef de l'État va à Parakou, je vous ai entendu annoncer abondamment Parakou, mais à l'heure où nous parlons, il est en route pour sa première destination, Savait. S'il va à Savait et qu'il prenait le stade et qu'on faisait sortir 5 000 personnes, 10 000 personnes, parce que c'est possible, vous le savez très bien, c'est possible, que dirait l'opinion? Or, c'est fini, ils ne croient plus même à l'existence de Covid, et puis ils exposent les populations. Le chef de l'État a dit, même si durant le quinquennat, c'est la première fois que je vais faire cette tournée, il ne sera pas question d'exposer nos compatriotes au coronavirus. Et donc, le format des rencontres est tel que elles vont se passer en salle avec un nombre réduit de participants, généralement autour de 150 personnes maximum, mais suffisamment représentatives des populations. Ce seraient les conseils communaux ou municipaux, les associations de développement, les sages et notables des localités, et vous voyez très bien que rien qu'avec cela, les chefs quartiers, les chefs de village également sont invités. Rien qu'avec cela, c'est un véritable substrat de la population des localités. Mais, par respect pour ces populations,
Et pour leur permettre de ne rien rater, nous avons pris sur nous d'assurer une retransmission en direct dans les localités avec les radios qui sont dans ces localités-là de l'événement, afin que de chez soi, de son champ, du marché, dans la rue, si l'on a son transistor, que l'on puisse écouter sans être porté forcément par la curiosité ou par le désir d'aller dire son soutien à son champion parce qu'il serait sur les localités et ce faisant venir s'exposer aux affres du coronavirus. Quelle est cette idée de faire démarrer la tournée de chef de l'État par la commune de Savet? Qu'y a-t-il derrière ça? Quel plan, quelle idée y a derrière ce choix? Vous auriez souhaité que cette tournée commence dans votre commune, et j'aurais souhaité qu'elle commence dans la mienne, monsieur Adandédia aurait souhaité qu'elle commence dans la sienne. Savet, c'est sur la dorsale qui quitte Cotonou pour Parakou. Le chef de l'État, au moins si je le dis aujourd'hui, personne ne dirait que je viens ici faire, comme on dit vulgairement, son atalakou. On sait tous que c'est un homme de rigueur. On sait tous que c'est un homme de méthode. Quand vous voyez la géographie et le linéaire de la tournée, c'était très utile de s'arrêter à Savet parce qu'après, il aura fait le tour du Borgou, de la Libori, de la Takora-Donga pour redescendre maintenant faire les autres communes les plus proches des collines avant de descendre jusqu'ici. Donc, ça a été une belle coïncidence pour Savet d'accueillir en premier le chef de l'État dans cette tournée et je suis convaincu que la communauté tchabais juste en orgueil. Justement, en remontant, il y a quand même si on considère que Dassa est un carrefour entre le nord et le sud, il y a quand même Glazoué qui est là. Pourquoi ne va-t-il pas s'arrêter à Glazoué et directement il va à Savet, Glazoué? C'est quand même pas une petite commune. Glazoué, c'est la pointe à côté de Dassa. Et quand vous êtes à Dassa, et aller à Glazoué, c'est une affaire de minutes. Et donc, Glazoué aura son tour. Et je sais que les gens de Glazoué sont d'ailleurs très pressés de le voir. Pour tout ce qui a été réalisé dans Glazoué. Vous n'avez plus vraiment de problème d'eau potable aujourd'hui à Glazoué. Glazoué a vu son marché en train d'être transformé en véritable marché moderne. Et la réhabilitation de la route Dassa-Parakou et bien d'autres projets développés là, la connexion entre Glazoué et Savalou, les populations sont très impatientes. Je vais vous dire une chose. Le chef de l'État n'a pas souvent fait le tour du terrain. Mais nous, on l'a souvent fait. Et ce qui nous est souvent revenu, je veux porter ici le témoignage de quelques-uns de nos compatriotes entendus. Dans une localité comme Natitengu, il est arrivé que quelqu'un me dise, vous savez, nous, on préfère encore celui qui reste loin, qui règle nos problèmes, à celui qui est tout le temps dans nos bottes, mais qui ne règle jamais nos problèmes et nous fait des promesses. Bon, voilà, ça veut tout dire. Alors, Patrice Talon est annoncé à Parakou, 4 ans après le serrage de ceinture, l'annonce du serrage de ceinture. Quel discours va-t-il tenir à l'endroit de la population de Parakou? Bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard pour replacer ce propos dans son contexte véritable. Et si vous avez réécouté le propos du chef de l'État à Parakou le 11 novembre 2016, il ne disait pas de but en blanc qu'il invitait ses compatriotes à serrer la ceinture. Il a évoqué un certain nombre de grands projets, de grands défis à réaliser. Et il a ramené ça à la dimension humaine en disant que si l'on veut faire toutes ces choses-là, l'on doit être amené à serrer un peu la ceinture. Mais on avait décrété, les médias en particulier, je ne vous fais pas grief parce que je sais très bien comment fonctionnent les médias. Les médias ont décrété que Patrice Talon a dit, voilà, il faut serrer la ceinture. Ce n'était pas ça, c'était une invite. De toute façon, tout le long de son mandat, il n'a jamais manqué de saluer le sacrifice. Et moi, j'ai eu l'occasion de vous dire ici qu'en vérité, le propos de Patrice Talon n'était pas tant de dire qu'il faut serrer sa ceinture et démesurément. C'était de nous dire, portons désormais pantalon à notre taille. Vous savez très bien que si vous ne mettez pas un pantalon avec une taille qui vous fait flotter, vous n'avez même pas besoin de mettre une ceinture dessus. Au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Restez dans la mesure. Ne plus faire dans la deux-mesure. Ne plus gaspiller l'argent de l'État pour prendre cet argent et le consacrer aux œuvres de développement. Et je crois que depuis 4 ans et demi, même les contempteurs les plus irréductibles de Patrice Talon conviennent de ce que c'est un homme différent, c'est un chef d'État différent et positivement de ce que nous avons connu par le passé. À telle enseigne que nombre d'entre eux, sous cap, ils vous le diraient, et je suis sûr que vous l'entendez, ils vous disent, il vaut mieux encore pour nous que ce monsieur, il continue, même si nous sommes de l'opposition,
il y a des choses qui font qu'on ne peut pas faire nous, parce qu'on n'a pas ce courage forcément. Justement, on va revenir à la question d'André Dossa. Quel sera le grand discours, la grande annonce de Patrice Talon à Parakou, un peu comme il l'a fait il y a 4 ans? Bon, déjà, vous voyez que le contexte est différent. Et quand on évoque il y a 4 ans, par rapport à aujourd'hui, il va faire, comme je vous dis, à peu près une 60aine de communes. Les populations vont s'exprimer à travers leurs représentants sur les lieux, dire peut-être leur satisfaction, leur insatisfaction et exprimer des attentes nouvelles. Le chef de l'État écoutera sans doute toutes ces interventions, il va y répondre et en chaque localité, s'il y a une réponse particulière à faire ou s'il y a une annonce particulière qui doit intervenir, ce sera fait et nous serons tous témoins de cela. Dans tous les cas, je sais que ce serait des partis très appréciés et personne ne sera déçu d'y aller. Nous avons 77 communes, une 60aine de communes. À quand le tour des autres? Peut-être dans les tout prochains mois. Et pourquoi vous n'avez pas de la délégation du chef de l'État? C'est une question de méthode. D'accord. Les membres de sa délégation alors? Ben, le chef de l'État, déjà, il y va avec quelques collaborateurs dans les localités où il passe. Les ministres qui en sont ressortissants peuvent, je dis peuvent, il ne l'a pas fait obligation. Il a dit encore hier, si vous avez des occupations sur place à Cotonou, vous n'êtes pas tenu d'être là. Si quelqu'un est libre et peut nous rejoindre, qu'il vienne. Après ça, il retourne à ses occupations. Il n'est pas question de passer des jours là parce que le chef de l'État est présent. S'il y a des députés qui sont de la circonscription et qui ont envie d'être présents lorsque le chef de l'État y est, ils y vont. Mais le plus important pour le chef de l'État, c'est de parler avec les populations. Donc, les personnes prioritairement attendues sur les lieux, ce sont celles que j'ai indiquées tout à l'heure et qui représentent valablement les populations à la base. Patrice Talon, plutôt Mathieu Kérékou, que Boniaï a commencé à aimer, en tout cas on le sent plutôt friand désormais, des bains de foule. On l'a vu récemment encore à Cotonou, dans les marchés, dans les rues. Pourra-t-il s'abstenir justement d'être applaudi dans les localités qu'il va traverser? Parce que vous avez dit que compte tenu des conditions de Covid, les rencontres sont limitées à un certain nombre de personnages que vous avez cités d'ailleurs. Le chef de l'État n'est pas friand des bains de foule. Je peux même dire que cela s'impose à lui aujourd'hui. Et pour vous rassurer, moi je peux vous faire une confidence. Nous sommes dans une séance de travail à 8 ou 10 mois des législatives de 2019. Et puis sur un sujet, un des participants fait une intervention, suggère une façon d'aborder un dossier et conclut en disant au chef de l'État et à l'attention de tous ceux qui étaient là, surtout que nous sommes à quelques mois des élections. La réaction du chef de l'État était fulgurante. Mais depuis quand on fait les choses ici en pensant aux prochaines élections? Le pays a besoin de réformes, nous en sommes tous convaincus. Nous les avons promises, nous allons les mettre en œuvre, même si c'est difficile pour nous. Et il ajoute, mais si ce n'est que pour moi seul, j'ai bien envie, quand je sors, qu'on m'applaudisse, comme d'autres savent le faire. Et je connais la recette. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas l'argent de l'État qu'on va distribuer aux gens. J'ai choisi de ne pas faire ainsi. Et donc, même si on ne m'applaudit pas aujourd'hui pour ça, moi je reste persuadé que ce que nous faisons ensemble, les populations finiront par en voir les résultats. Elles finiront par comprendre. Et comme il l'a souhaité, il serait porté en triomphe. Les bains de foule dont vous parlez sont une manifestation de la réalisation de ce vœu. La dernière fois, quand il est passé sur les sites des marchés, et vous pouvez me croire, personne n'a convoqué les populations. D'ailleurs, quand il est sorti du site de Ménotin et qu'il a vu la haie que les populations ont faite, sa réaction tout de suite a été « mais qui a organisé ça ?» Avant, par respect pour ces populations, de leur faire le salut. Et donc, si cela se fait ainsi, c'est plutôt la manifestation de ce que de plus en plus les résultats font que nos compatriotes observent et sont satisfaits de l'action du chef de l'État à la tête de notre pays. Ce n'est que justice. Quand on connaît le sens de sacrifice, de don de soi, que cela a nécessité pour en arriver là, sachant très bien, comme j'aime à le dire désormais, que nous sommes passés par la case détestation pour être aujourd'hui portés en triomphe, ce n'est que justice.
Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Wilfried Léandre Mbouidji, d'être passé sur ce plateau. Nous parler de long en large de cette tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon, une tournée qui va le conduire dans une 60aine de communes. Très bonne journée à vous. Merci bien. Merci à vous, André Dossa. Mesdames et messieurs, restez en place. On va recevoir Maître Natacha Ballet, elle est avocate au barreau du Bénin, dans Douala Sedlex avec Herman Parfait à Niamboussou. Le domicile conjugal, choisir en toute responsabilité, c'est le sujet du jour. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Herman de retour en plateau avec son invité, Maître Natacha Ballet. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Adandé. Avocate au barreau du Bénin, membre de l'AFA Bénin, Association des femmes avocates du Bénin. Oui. C'est ça. D'accord, oui. Le domicile conjugal, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Oui, la question de domicile, parce qu'effectivement, au cours de certains débats, il se pose la question de savoir entre domicile, résidence, qu'est-ce qu'il faut choisir. Maître Natacha Ballet est là pour nous renseigner ce matin surtout. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Domicile, résidence, c'est quoi en général? D'accord. Il faut dire que le domicile est le lieu du principal établissement d'une personne. C'est le lieu où on peut le retrouver à tout moment, où les actes peuvent lui être signifiés, ou à tout le moins on peut obtenir des informations sur cette personne-là. Oui, quand on dit domicile, donc on peut faire la transgression, domicile conjugal. Oui. À partir de quand est-ce qu'on parle de domicile conjugal? Le domicile conjugal, c'est le lieu du principal établissement des époux. Des époux, j'insiste, pour dire que c'est surtout dans le cadre d'un mariage célébré à l'état civil. Maintenant, des concubins peuvent décider d'établir leur domicile en un lieu, mais les conséquences juridiques sont diverses. D'accord. Donc, qu'on soit en concubinage ou qu'on soit dans un mariage civil, on parle de domicile conjugal. On parle de mais domicile dans l'autre conjugal. cas, les conséquences juridiques sont les mêmes. Pour nous, quand on est en concubinage, le domicile conjugal, ça peut servir à quoi, par exemple? Quelles peuvent être les conséquences juridiques d'un domicile conjugal pour un couple en concubinage? Bon. Premièrement, c'est le lieu qui abrite le couple et les enfants du couple. Donc, à l'égard des enfants, quand on est en concubinage, les obligations sont beaucoup plus à l'égard des enfants. Le lieu où ils obtiennent éducation, entretien, protection. Donc, et il faut dire que l'obligation de résider au domicile conjugal, quand on est en concubinage, cela suppose, l'obligation, elle est beaucoup plus flexible, c'est flexible que lorsqu'on est dans un mariage civil. Mais, il faut dire de part et d'autre, cela peut entraîner le défaut, le non-respect de cette obligation peut entraîner des poursuites pénales.
Pour qui? Pour celui qui ne veut pas... L'un ou l'autre des conjoints. L'un ou l'autre des conjoints. Il faut dire que lorsqu'on est en concubinage, le fait de déserter le domicile conjugal et de ne pas assurer les obligations à l'égard des enfants peut être poursuivi. Et lorsqu'on est en mariage, cela peut être poursuivi à deux niveaux. D'abord, les obligations à l'égard de l'autre époux et ensuite les obligations à l'égard des enfants. Mais quand on est dans un mariage civil, à qui incombe le droit de choisir le domicile conjugal? Je parle en un terme un peu profane là. Le domicile conjugal est choisi conjointement. C'est le principe retenu par le législateur. Donc, de principe, il faudrait que les époux s'entendent pour établir leur domicile conjugal. Mais lorsqu'il y a un désaccord sur le choix du domicile conjugal, la loi dispose qu'il revient au mari de choisir le domicile conjugal. Mais si la femme estime que le choix fait par son mari comporte un danger pour elle, un danger moral ou matériel pour elle ou pour ses enfants, elle peut saisir le juge pour que celui-ci abrite et pour que celui-ci lui permette de résider séparément. Il faut dire que dans notre contexte sociologique, cela pourrait entraîner beaucoup de heurts. Une femme qui exerce ce recours, on aura tôt fait de la traiter de tous les noms, de lui prêter des intentions d'infidélité, d'adultère, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il faut revenir au principe qui est d'essayer de choisir conjointement le domicile conjugal. Est-ce qu'il peut arriver que... Est-ce que d'abord, est-ce que le domicile conjugal fait partie des pièces qu'on fournit avant le mariage civil? Ou bien c'est juste après le mariage qu'on décide? Non, lors de la célébration du mariage, les époux précisent où est-ce qu'ils établissent leur domicile. D'accord. De sorte que c'est mentionné sur l'acte de mariage. Très bien. Oui. Est-ce qu'il peut arriver donc, en cas de mésentente, de désaccord, le mari décide par exemple qu'on reste dans la maison familiale, dans la maison de ses pères et mères, alors que la femme se sent un peu, menacée? Dans ce cas, qu'est-ce qui va être fait? Je pense que cela relève de l'appréciation de chacun, mais personnellement, je pense que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de pouvoir se retrouver, construire leur foyer à part, en dehors de la maison familiale. Alors, quand on dit domicile conjugal pour le couple, en fait, quand on dit couple pour le couple marié civilement, quelles peuvent en être les conséquences au plan juridique, simple, au plan pénal, à toutes fins utiles? Les conséquences, c'est d'abord qu'il naît du mariage déjà des obligations que les époux ont envers eux-mêmes et des obligations qu'ils ont envers leur progéniture. Entre eux, il y a l'obligation de communauté de vie. Et la communauté de vie suppose de vivre ensemble, de participer ensemble aux charges du ménage. Et les obligations à l'égard des enfants, c'est l'éducation, l'entretien. Donc, le fait en tout cas, l'obligation d'avoir une certaine communauté de vie. Voilà. En dehors de ça, bien sûr que les obligations, le défaut de ces obligations entraîne des sanctions. C'est ce que j'annonçais tantôt au pénal. Donc, celui qui déserte le domicile conjugal pour une période, la loi pénale dispose que pour une période de plus de 2 mois, cette personne peut être poursuivie au pénal et être condamnée pour abandon de domicile conjugal. Maintenant, au civil, le fait de rompre cette communauté de vie peut entraîner la séparation de corps. C'est une séparation qui parfois est constatée lorsqu'elle a été prolongée de plus de 3 ans. Et après aboutir au divorce, malheureusement. Alors, quand on dit séparation de corps, est-ce que ça joue sur le domicile conjugal aussi? C'est quoi déjà la séparation du corps? Est-ce qu'on peut être séparé de corps, mais vivre dans un même domicile conjugal? Non, on ne peut pas parler de séparation de corps lorsqu'on est encore dans le même domicile conjugal. Et en fait, la séparation de corps, au sens juridique du terme, cela ne se fait pas de la volonté de l'une ou l'autre des parties. D'accord, c'est le juge. C'est le juge qui autorise
Parce que je disais tantôt, c'est une obligation de communauté de vie que les époux ont envers les uns envers les autres. Donc, c'est le juge qui autorise l'un ou l'autre à vivre séparément. Donc, c'est au bout d'une certaine procédure que le juge peut autoriser l'autre à vivre séparément. Et bien sûr, lorsque la séparation de corps, elle est prononcée, cela veut dire que quelqu'un doit partir du domicile conjugal. Quelqu'un doit laisser la place à l'autre. Oui, donc ça met fin à la communauté de vie qu'il y avait et aux obligations qui en découlaient. Mais il subsiste des obligations de fidélité et de secours qu'ils ont l'un envers l'autre. On reste fidèle. Oui, juridiquement. L'un à l'autre. Oui. D'accord, ou l'une à l'autre. Donc, il y a une obligation de secours. Ce qui veut dire que lorsque, en quittant le domicile conjugal, l'autre doit se retrouver dans un état de dénouement total, dans une situation matérielle qui n'est pas convenable, l'autre a l'obligation, celui qui reste, de lui venir en aide. Okay. C'est ainsi que vous verrez parfois, quand le juge prononce la séparation du corps, il condamne l'autre partie à payer à son conjoint une certaine rente ou une indemnité de logement. Surtout quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, il faut bien abriter les enfants. Il faut bien que les enfants soient dans un milieu assez correct qui assure leur épanouissement matériel, moral et psychologique aussi. Quand on prend en compte les enfants, est-ce qu'il peut arriver que dans un dossier de séparation de corps déjà prononcé, que le mari qui est censé faire sortir la dame de la maison puisse dire non, au lieu que ce soit vous qui sortiez, reste là avec les enfants et moi c'est plutôt moi qui sors de la maison. Oui, ça peut arriver. Alors on prend le cas où il y a eu décès, c'est peut-être un conjoint le conjoint survivant est là. Quelles sont les conséquences par rapport au domicile conjugal pour les parents du décujus, les parents du conjoint qui est déjà mort et le parent, qu'est-ce qui se passe généralement dans le système minois? Faut déjà dire qu'il y a une anomalie qu'on constate souvent, peut-être parce que les gens ne sont pas informés. Lorsque le décujus a laissé des enfants, en principe, les parents et autres ne viennent pas à sa succession. Ils peuvent aider à l'organisation de la succession, mais ils ne viennent pas à la succession. Donc, s'il a laissé, à partir du moment où il a laissé un enfant, même s'il est encore dans le vent, c'est son héritier. Donc, on ne peut pas sortir cet enfant et sa mère de la maison du domicile conjugal sous prétexte que le père est décédé et tout ça. Donc, il faut dire que si le domicile conjugal était en pleine propriété au décujus et qu'il décède, donc c'est son épouse et ses enfants qui recueillent sa succession. Donc, il revient à eux d'organiser la succession. Donc, le conjoint survivant peut demander que le domicile conjugal lui soit attribué prioritairement lors du partage. Et si par hasard c'était le seul domicile conjugal, en fait, si c'était qui était le seul bien que le décujus a laissé, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Généralement, le problème ne se pose pas quand les héritiers sont issus du conjoint survivant. Il y a les litiges commencent à naître lorsque les héritiers ne sont pas issus du même lit ou ne sont pas issus du conjoint survivant. Maintenant, si c'est le seul bien que la personne a laissé, c'est vrai que ce ne serait pas bienséant de dire moi je veux garder ça alors que les autres sont là. Il faudrait qu'ils arrivent quand même à faire un partage à l'amiable. S'ils n'arrivent pas, ils devront saisir le tribunal pour organiser ça. Mais s'il y a entre autres biens, comme je l'ai dit, il ou elle peut demander que ce
ce domicile-là, ou même si c'est un droit au bail, lui soit attribué prioritairement lors du partage. Et si ce bien dépasse ce qu'il doit recueillir dans la succession, il va verser une soulte aux autres héritiers. Très bien. Voilà. Il y a une téléspectatrice qui demande pourquoi c'est pas l'homme qui part de la maison lorsqu'il y a divorce. Est-ce que c'est bien souvent la femme qui part? Posé comme ça, j'ai comme l'impression que tous les éléments ne sont pas réunis. Tous les éléments ne sont pas à ma disposition pour opiner. En fait, le principe n'est pas que c'est la femme qui part de la maison. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est déjà de savoir sous quel régime ils se sont mariés. Quel régime matrimonial a été choisi. Si c'était un régime de séparation des biens et que la maison est au nom du mari, naturellement, il garde la maison puisque il en a la pleine propriété. Maintenant, s'ils ont des enfants, le juge peut, au moment du prononcé du divorce, voir l'intérêt principal des enfants, l'intérêt supérieur des enfants. S'il est de l'intérêt des enfants de les garder au domicile conjugal et que la mère a la garde, elle reste au domicile conjugal avec les enfants. Mais si le juge estime que les enfants et la mère qui en a la garde peuvent être logés ailleurs, le juge peut demander au mari, écoute, tu participes à l'entretien des enfants, donc tu participes à l'hébergement. Voilà. Je pense que madame, vous avez la réponse à votre Maintenant, si le régime choisi c'était la communauté réduite aux acquis, et que le bien a été acquis pendant le mariage, naturellement, chacun a la pleine propriété de ce bien, chacun a une quote-part. Donc, il va falloir dissoudre la communauté d'abord. Et s'il le faut, vendre le domicile et chacun prendra sa quote-part. Merci à vous, maître Natacha Valin. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport au domicile conjugal, le choix de domicile conjugal, la mésentente, les désaccords et tout? On en a parlé, je pense que... En gros, merci à vous, maître Natacha Valin. Merci à vous, Herman Parfait, Agnès Boussou. Eh bien, nous allons maintenant revivre l'actualité avec les journaux, comme tous les matins d'ailleurs en fin d'émission. La revue de presse, il a lu pour nous les journaux ce matin, lecture, décryptage et présentation. Narcisse Alossé, voici pour vous la revue. Bonjour à toutes et à tous. Très peu de journaux nous sont parvenus ce matin, mais les sujets abordés ne manquent pas d'intérêt. Le quotidien Fraternité, par exemple, nous emmène dans l'état-major du parti Foscori pour un Bénin émergent et nous fait savoir qu'à 5 mois de l'élection présidentielle, c'est déjà le clash avant le duo Paul Humpé-Théophile Yarou. Ces deux personnalités se disputent le poste de porte-flambeau du parti Logo Kori sur fond vert. Une bataille inopportune selon le journal qui trouve qu'avant de s'accorder sur les candidats retenus par le parti et les positions sur le ticket présidentiel, il faut résoudre d'abord l'équation des 16 parrainages. Si les prétentions de briguer la magistrature suprême en étant le candidat titulaire du parti sont légitimes, commente Fraternité, il faudra toutefois que Humpé et Yarou produisent la preuve de leur capacité à non seulement séduire les potentiels parrains, mais aussi à avoir plus de chances de remporter la victoire à l'issue du scrutin présidentiel. En tout cas, dans un contexte comme celui-ci où il n'y aura pas de primaire, prévient mon confrère, le choix de telle ou telle personne qui sera fait par le bureau politique aura comme séquelle une scission. Mais pour une survie de la FCBE à l'épreuve de la présidentielle de 2021, Fraternité conseille que priorité soit donnée à la démocratie à l'interne. Le journal Matin Libre revient ce matin sur la visite annoncée du chef de l'État sur le chantier de construction d'infrastructures lancé par son régime. La publication s'intéresse surtout à l'étape de Parakou et s'interroge. Que dira Patrice Talon de son serrer la ceinture une fois au contact des populations? Une phrase sortie par l'homme du nouveau départ il y a un peu plus de 4 ans dans la cité des Koubourou. En tout cas, prévient Matin Libre, d'autres préoccupations pourraient faire débat au cours de ce périple du président de la République. En politique, le même journal nous apprend qu'Irénée Agossa et son parti, le nationaliste, ont rejoint le parti Les Démocrates.
La déclaration d'adhésion a été faite hier à Cotonou, ajoute la publication. Et au cours de la cérémonie, pour ce matin libre, le président du parti Les Démocrates s'est prononcé sur le processus de délivrance du récépissé à sa formation politique. Ils délivreront le récépissé sous peu, a laissé entendre Eric Hundédé dans des propos rapportés par Matin Libre. Dans la suite, ce matin, les décisions issues du Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 11 novembre 2020. Au nombre de ces décisions, informe Fraternité, il y a la mise en concession des rizeries de Malanville et de Glazoué. Le même sujet fait le gros titre du journal La Nation. Pour plus de performances, écrit le quotidien du service public, une nouvelle gouvernance pour les rizeries de Malanville et de Glazoué. Et la société Premium Rice Mills Industry Limited est prête à investir 11,5 milliards de francs CFA sur 10 ans et créer des milliers d'emplois directs et indirects, ajoute La Nation. Les publications parlent aussi de plusieurs nominations dans les ministères. Au total, il y en a eu 16 dans 3 ministères, précisent mes confrères. Il s'agit du ministère de l'Agriculture, celui du Tourisme et le ministère du Numérique. Et singulièrement, le journal Les 4 Vérités nous apprend que l'une des personnes nommées était en train de plancher pour sa thèse de doctorat quand elle a appris la nouvelle venant du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement. Le même journal nous informe de la présentation de la maquette du futur siège du Parlement aux députés. Un exercice fait par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, à l'Assemblée nationale, ajoute la publication. Nous restons à l'Assemblée nationale où le bal des ministres se poursuit devant la commission budgétaire. Hier, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a planché, informent les journaux. Et selon Fraternité, Gaston Dossoui a défendu un projet de budget de 77,9 milliards de francs CFA. Débat budgétaire 2021 au Parlement, 77,7 milliards de francs CFA pour l'agriculture, croit savoir le quotidien La Nation. Le journal L'Économiste lui fait un plein feu sur le projet de loi de finances et gestion 2021. Et mon confrère constate une baisse de 7,054 milliards de francs CFA des dépenses publiques. En effet, explique le journal, le budget alloué pour certains ministères et institutions de l'État ont vu leur montant en baisse. Au total, sur les 35 institutions de l'État, 21 ont vu leur budget chuter, tandis que 14 ont vu leur allocation augmenter. Et ceci en tenant compte des implications de la pandémie de Covid-19 sur le social, conclut l'économiste. Il est aussi question de l'insécurité dans la presse ce matin. Le journal Matin Libre nous apprend qu'à Cotonou, 7 présumés malfrats ont été abattus par la police au cours d'une opération de braquage. En sport, le match Bénin-Lesotho prévu ce dimanche à Porto Novo et comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 ne se jouera pas à huis clos. Près de 3000 personnes sont autorisées à avoir accès au stade, renseignent les publications. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Et voilà, c'était la revue de presse pour mettre un terme à votre matinale Actu Matin. Merci à tous de votre attention et rendez-vous à prendre ce jeudi 12 novembre à partir de 16h du côté de Canal Olympia, le lancement de livre Mémoire du chaudron de Tiburce Adaboué. Prenez donc ce rendez-vous. C'est ce jour à partir de 16h où vous aurez donc la version papier, la version livre de Mémoire du chaudron de Tiburce Adaboué. C'est à Canal Olympia à partir de 16h. Actu Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain vendredi, on retrouvera tous les débatteurs en plateau pour notre sujet fait de société. Et vous également, vous avez la possibilité d'intervenir en direct sur la toile. Le sujet sera posté dans quelques heures. Vos réactions seront sélectionnées et diffusées. Prenez donc ce rendez-vous. En attendant, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire un peu comme moi. Au revoir.